робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. C'est le Kidam, et j'aborde un sujet dont tout le monde parle en ce moment, le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Après la censure des médias russes en France, une seule vision manichéenne de l'histoire nous est imposée. Je vous offre une autre lecture. Je suis très loin d'être un spécialiste en géopolitique, c'est pourquoi je vais axer mon discours sur les répercussions du conflit plutôt que sur les causes de celui-ci. Cette vidéo n'est pas un soutien à la Russie, et j'insiste là-dessus. Mais elle a pour but de vous rappeler que dans une guerre, il n'y a pas le camp des gentils et il n'y a pas celui des méchants. La guerre, c'est sale. Cette vidéo va vous montrer l'étendue de l'impact sur la population, notamment la population russe. Et j'ai choisi de vous dévoiler les armes de propagande utilisées par le gouvernement ukrainien. Parler des faux pas de l'Ukraine est un choix car je trouve que nos médias diabolisent suffisamment le camp de Vladimir Poutine. Et même si je suis de tout cœur avec l'Ukraine, j'ai pour but de vous montrer une autre partie de la vérité. Si cette vidéo est bien reçue et qu'elle n'est pas censurée, j'en ferai sûrement une seconde axée sur les méthodes de l'armée russe. Faites-le moi savoir en commentaire. Et avant tout, merci à tous mes donateurs. La propagande est une arme surpuissante utilisée depuis énormément d'années dans presque tous les conflits pour les justifier, encourager ses troupes et ses alliés, démoraliser ses adversaires ou alors attirer l'attention du monde sur sa lutte. L'Ukraine a parfaitement compris les enjeux d'une bonne communication. Leurs vidéos rappellent légèrement celles des Palestiniens durant la première intifada, une volonté de montrer un rapport de force déséquilibré pour alerter les autres pays du monde et ainsi bénéficier de leur soutien. C'est notamment en interpellant les pays membres de l'OTAN que l'Ukraine a pu bénéficier de leur aide financière et recevoir également du matériel militaire. En dehors des gouvernements, certains Français et Européens iront même jusqu'à s'engager parfois au péril de leur vie dans ce conflit. Selon le gouvernement ukrainien, près de 20 000 personnes venues des 4 coins du monde auraient rejoint leurs rangs pour repousser l'invasion russe. Mais comment, en moins de 2 semaines, un pays comme l'Ukraine a pu mobiliser autant de monde? Commençons par voir ensemble la guerre numérique menée rudement par ce peuple en grande difficulté. Beaucoup d'images utilisées contre la Russie sont en fait manipulées en suivant une recette précise. Une propagande efficace est une propagande qui s'appuie sur quelques points déterminés en leur donnant de l'importance à l'aide de formules stéréotypées, caricaturales, suffisamment longtemps pour que cela devienne une évidence. Dans le cas de ce conflit, si nous devions résumer les points de cette propagande, cela nous donnerait les affirmations suivantes. L'Ukraine est un pays envahi injustement et sans raison par la Russie. L'Ukraine est militairement plus faible que la Russie, mais le patriotisme triomphe toujours. Les Russes sont des sanguinaires. Je vais donc essayer de nuancer ces allégations. Commençons par parler du patriotisme ukrainien. Il est vrai que leur peuple est dans l'ensemble très courageux et très soudé, bien plus que le nôtre. Et c'est la raison pour laquelle le pays reste pour le moment invaincu. Il est donc nécessaire pour eux de le rappeler à leurs opposants mais aussi aux alliés qui souhaiteraient les rejoindre. Mais malheureusement, certaines vidéos comme celle-ci ont pu circuler sur le net et ont eu comme conséquence de ternir l'image des Ukrainiens. Cette première vidéo, avec souvent une musique larmoyante en fond, est en fait tirée d'un film tourné quelques années plus tôt. On voit clairement la manipulation volontaire car l'image est recadrée de manière à faire croire que l'instant a été capturé par un téléphone et rien ne mentionne la provenance de l'extrait. Mais ce n'est pas tout. Ce qui m'a fait sourire, c'est que cette vidéo a été relayée énormément par la gauche et les Vous n'aurez pas ma haine, mais quand on se penche un peu sur l'écusson du combattant cagoulé, on peut reconnaître l'écusson du régiment Azov. Un régiment avec beaucoup de combattants néo-nazis. C'était plutôt cocasse de voir les progressistes la partager. Le régiment Azov compterait environ 5000 combattants. Il est dirigé par le ministère de l'Intérieur ukrainien et ces combattants font partie de la garde nationale du pays. 5000 est un chiffre qui paraît très bas, mais à l'échelle d'une armée de 250 000 hommes, c'est bien trop. Quand on voit que des scandales similaires impliquant quelques milliers d'hommes, notamment en Allemagne, ont poussé au démantèlement du KSK, pourtant des troupes d'élite essentielles au pays, on peut se poser quelques questions. Cette vidéo trafiquée que nous venons de voir pousse à la remise en question du conflit. Où est donc Mediapart qui s'était lancé à la chasse aux sorcières dans les rangs de l'armée française lorsque nous avons découvert ces cas de radicalité extrême chez les combattants ukrainiens? Leurs dirigeants s'affichent en plus de ça publiquement avec ces militaires-là. Les pro-Ukraine me diront que le régiment Azov ne peut pas être nazi car il protège un président juif. Et ce sont souvent les mêmes qui affirment que les partisans de Zemmour et lui-même sont racistes et antisémites malgré l'appartenance du candidat à la communauté juive. La bien-pensance à géométrie variable. Surtout quand nous savons qu'ils sont accusés de violation des droits de l'homme par plusieurs ONG, des enlèvements, des exécutions, des viols, des actes de torture. Il est vraiment dérangeant de les voir dans les images de communication ukrainienne qui illustrent le conflit.
Les militaires du régiment Azov ont servi d'argument à Poutine pour justifier la présence des Russes venant dénazifier le pays. Ce qui est totalement faux, car lorsqu'on voit que Dmitri Utkin, chef d'une milice dirigée par le pouvoir russe, est un nazi décomplexé, cela balaye totalement l'argumentaire de Poutine. Pour revenir sur ces combattants néo-nazis, il est inquiétant de voir l'importance qu'ils ont dans le conflit. Suffisamment important pour que des grandes firmes comme Amazon proposent des vêtements et accessoires à l'effigie de ce régiment douteux. Beaucoup de personnes prétendent que le régiment s'est adouci en rejoignant la garde nationale, mais j'accumule petit à petit les preuves du contraire. Je vous invite à regarder mes réseaux sociaux, j'ai publié quelques images qui risquent d'être censurées. Pour la journée de la femme, nous avons pu voir également beaucoup d'images de combattantes ukrainiennes, mais certaines d'entre elles arboraient un soleil noir, signe encore une fois d'un nazisme décomplexé. Et c'est ce genre d'images qui m'ont poussé à nuancer mon avis sur ce conflit qui, selon les médias, semblait si manichéen. Très peu de journalistes francophones couvrent cette guerre du côté russe. Je vous recommande donc le travail d'une journaliste française qui dénonce les agissements de l'Ukraine, notamment en rappelant les attaques aériennes et bombardements sur les civils pro-russes en 2014. Les résistants ukrainiens ont compris qu'il fallait créer un mythe autour de leur armée pour attirer de nouveaux volontaires et pour encourager les impressionnants efforts de leurs combattants. C'est avec cette volonté que la légende du fantôme de Kiev est née. Selon le mythe, un pilote ukrainien aurait à lui seul, en une journée, abattu 6 avions russes. Une vidéo qui avait pour but de prouver l'existence de ce pilote hors pair s'est avérée être tirée d'un jeu vidéo de simulation, pardonnez mon accent, du nom de Digital Combat Simulator. Encore une fois, le format vertical est utilisé pour faire croire que l'instant est saisi par un téléphone. Sur les réseaux sociaux, divers visages et noms ont été attribués au pilote légendaire. Mais avec le temps, il s'est avéré que la plupart étaient des photomontages. L'image initiale est celle d'un combattant mort bien avant l'invasion russe, et le visage est celui d'un avocat qui n'a aucun lien avec le conflit. En plus de ça, aucun rapport de l'armée ukrainienne ne mentionne l'existence de ces 6 avions russes abattus en une journée. En revanche, le ministère de la Défense du pays a partagé sur Twitter la vidéo tirée du jeu. Des images tirées de jeux vidéo avec un but stratégique derrière, il y en a eu des dizaines ces derniers jours. Comme cette vidéo censée nous montrer l'inefficacité des défenses antiaériennes ukrainiennes face à l'aviation russe, alors que les images sont en fait tirées du jeu de simulation Arma 3. En plus de cela, l'avion de la vidéo est un A-10 de l'armée américaine. Mais la vérité ne triomphe jamais dans ce genre de guerre. Beaucoup de temps s'est écoulé avant de pouvoir démontrer que la vidéo était fausse, et de pouvoir ainsi la faire retirer. Les images avaient déjà fait le tour de la planète. Vous avez pu sans doute voir des avions russes survoler l'Ukraine en formation durant les premiers jours de l'offensive. Mais les images étaient tirées d'un défilé à Moscou en mai 2020. Le son de la vidéo a donc été volontairement modifié pour donner du poids à celle-ci. On a pu voir aussi des vidéos de combat au-dessus d'une ville qui provenaient finalement du jeu War Thunder, ou encore des vidéos d'innombrables parachutistes se déployer sur le sol ukrainien, alors que les images étaient en fait tirées d'un exercice militaire russe qui s'est déroulé des années plus tôt en Russie. Mais il n'y a pas seulement les jeux vidéo qui servent de support pour établir une propagande efficace. Des images d'archives sorties de leur contexte peuvent largement suffire. C'est le cas de cet utilisateur de Twitter qui avait publié une vidéo d'explosion. Selon ses dires, la scène a eu lieu en Ukraine, alors qu'elle s'était finalement produite en Chine en 2015 suite à l'explosion d'un entrepôt de produits chimiques. Bout à bout, ces vidéos hors contexte parfois truquées peuvent faire changer d'avis radicalement les spectateurs du conflit. J'ai moi-même été impacté par ce genre de vidéos. Mais certaines images qui devaient être manipulées en faveur de l'Ukraine ont pu nuire fortement à la réputation de l'armée du pays une fois que la vérité a vu le jour. Comme la fameuse vidéo des 13 combattants de l'île des Serpents. Une vidéo qui m'avait particulièrement impressionné dans laquelle des combattants sont cernés par les navires russes et lorsque ceux-ci proposent aux Ukrainiens de se rendre ou de mourir, les résistants insultent leurs envahisseurs. Le mythe dit que les hommes ont été tués juste après cet extrait, c'est pourquoi ils ont été décorés et médaillés à titre posthume et qu'ils ont hérité du prestigieux titre de sauveur de l'Ukraine. Un modèle de courage et d'honneur qui a vite été balayé par la Russie lorsque ceux-ci ont dévoilé qu'ils avaient capturé les prétendus martyrs et qu'ils ont pu le prouver en publiant des vidéos de bel et bien vivants. Et comme vous pouvez le voir, les 13 combattants étaient en fait bien plus nombreux que ce que prétendait le pouvoir du pays envahi. Il y a également un enregistrement de France 2 dans lequel le ministre de l'Intérieur ukrainien essaie de donner une image qui se veut rassurante en affirmant que l'ennemi russe n'a aucune chance. Mais pendant le tournage, des frappes d'artillerie tombent juste à côté d'eux. Durant les bombardements, un des militaires se jette sur le ministre pour le protéger avec son corps. La propagande prévue initialement a finalement joué contre l'Ukraine. Une vidéo qui montre l'impuissance des dirigeants face à l'invasion russe. Une bonne propagande, ce n'est pas seulement prouver que son armée est sans faille, c'est aussi montrer la barbarie de son adversaire et son manque d'humanité. Cette tristement célèbre vidéo le montre très bien.
On voit un père de famille dévasté faire ses adieux à sa fille avant de partir au combat. Une vidéo déchirante, récupérée par l'armée ukrainienne, qui fait passer l'homme pour un combattant de leur camp, alors qu'il s'agissait d'un père de famille pro-russe, leur ennemi. Une manipulation efficace pour l'Ukraine, celle de diaboliser l'ennemi en utilisant sa misère. Les Russes ont même été accusés d'avoir bombardé un mémorial juif de la Shoah et d'avoir ainsi assassiné une seconde fois les victimes des nazis. Mais dans les faits, le mémorial est resté intact. C'est la tour de télévision ukrainienne voisine qui a été frappée. Les médias parlent souvent des bombardements russes mais ne mentionnent jamais les bombardements ukrainiens qui causent parfois beaucoup de victimes civiles. J'ai pu voir bon nombre de personnes, notamment des journalistes, s'indigner de l'utilisation illégale d'obus à sous-munitions par l'armée de Poutine, mais rester dans le silence lorsque des obus à sous-munitions ukrainiens ont frappé et tué plus de 20 civils. Comme je vous l'ai dit, la guerre est abominable. Il n'y a ni gentils ni méchants, que des hommes piégés dans une guerre fratricide. La dernière étape de cette propagande a pour but d'infantiliser les combattants russes, sans doute pour décourager les combattants encore présents, mais aussi montrer au monde la vulnérabilité de leurs adversaires et aussi rappeler la stupidité de ce conflit sanglant. Une multitude de vidéos de prisonniers russes détenus par les Ukrainiens circulent. Quand ceux-ci ne sont pas exécutés ou torturés, nous les voyons appeler à l'aide leurs parents. Des rumeurs commencent à circuler sur le fait que les prisonniers de guerre subiraient des castrations de la part des Ukrainiens. Information à prendre cependant avec des pincettes pour le moment. Un simulacre de conférence de presse met en scène les excuses des combattants russes capturés. Une parade qui nous rappelle celle qu'avaient organisée les pro-russes en 2014, des actes évidemment totalement illégaux. N'oubliez pas que cette vidéo est faite pour vous montrer que l'Ukraine ne fait pas partie du camp du bien, mais les manipulations que je vous ai décrites sont également utilisées par les Russes. Et même si je comprends brièvement les raisons de l'invasion, je condamne la Russie pour ses agissements. Petit instant pub, pensez à vous abonner, écrire un commentaire pour mon référencement, me soutenir financièrement avec Tipeee. Vous pouvez également regarder cet Instagram que je vous conseille vivement. Le gars a une analyse plutôt pertinente de la vie quotidienne. Et celui du Gaulois réfractaire, il s'est encore fait shadowban à force de provoquer des syncopes aux gauchistes. Nous arrivons à la partie la plus importante de cette vidéo. Dans celle-ci, je vais vous montrer ce qu'inflige le camp du bien aux habitants innocents de la Russie, avec comme argument que c'est en attaquant le peuple qu'on touchera les dirigeants. Alors même si les attaques que nous allons voir sont moins impressionnantes que des frappes d'artillerie, elles sont bien plus meurtrières à long terme. De la simple suppression à certains accès internet aux sanctions économiques, nous allons voir un large panel de ces restrictions qui semblent tout droit tirées d'un journal satirique. Les pays de l'OTAN ont choisi de mettre la pression à la Russie en infligeant de grosses sanctions économiques et en exigeant le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. En très peu de temps, le rouble a perdu la moitié de sa valeur. Cette chute de la monnaie du pays va impacter considérablement la qualité de vie des habitants, en leur faisant connaître une crise sans précédent. Un gros coup dur pour le pays. Mais ces restrictions ont amorcé un engrenage sans fin. Les compagnies pétrolières BP et Shell ont arrêté leur activité sur le territoire russe. Beaucoup d'États ont fermé leur espace aérien aux compagnies du pays, notamment la Finlande, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, la Suède, l'Islande, la France, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Autriche, la Macédoine du Nord, l'Espagne, le Canada et beaucoup d'autres. La Banque mondiale a suspendu tous ses programmes d'aide et le pays a été partiellement exclu du système SWIFT. PayPal, Visa et Mastercard ainsi qu'American Express ont arrêté leurs services. D'autres sanctions ont fait perdre énormément d'emplois aux habitants de la Russie. L'Union internationale des chemins de fer a suspendu 2 compagnies publiques en Russie. Les géants comme Microsoft et Ikea se sont retirés du pays. Apple a stoppé la vente de ses produits. Les 850 restaurants McDonald's ont dû fermer. General Motors et Volvo ont stoppé les exportations vers la Russie. Intel, AMD et beaucoup de références de la tech se sont également retirés. Samsung, une des marques de téléphone les plus utilisées là-bas, a cessé à son tour les expéditions de leurs produits. La multinationale Oracle a suspendu ses opérations. Zara et H&M ont également fermé leurs boutiques. Airbnb, FedEx et UPS ont également mis un terme à leurs services en Russie. La presque totalité des supermarchés en Estonie, en Lituanie et en Lettonie ont fortement freiné la commercialisation des produits du pays. En Norvège et en Suède, les grandes entreprises publiques de vente d'alcool ont arrêté d'importer les breuvages russes. Même en France, les produits russes commencent à disparaître des grandes surfaces dans l'indifférence totale de notre peuple. Cette magnifique culture est peu à peu étouffée. Après avoir ruiné économiquement le pays et fait perdre d'innombrables emplois, les sanctions touchent aussi le monde du divertissement. Electronic Arts a mis un terme à ses ventes et notamment ses microtransactions. Netflix, Deezer, Activision, Blizzard ont interrompu leurs ventes sur le territoire russe. La Warner Bros, Walt Disney et Sony ne sortiront pas de nouveaux films en Russie. TikTok a stoppé ses services, Instagram a emboîté le pas. Spotify a stoppé les abonnements premium, c'est-à-dire que les utilisateurs seront martelés de pubs durant leur écoute. Eux, on peut dire qu'ils ne perdent pas le nord. Facebook ne laissera plus les annonceurs russes créer ou diffuser des publicités partout dans le monde, c'est le même cas pour Twitter et Snapchat.
P-Hub a fermé l'accès aux Russes, mais il y a aussi des sanctions plus symboliques, visant l'honneur des habitants de la Russie. La presque totalité des compétitions sportives à l'international exclut ce qu'ils qualifient d'envahisseurs. Hockey sur glace, patinage artistique, tennis, rugby, volley, handball, mais aussi ski, biathlon, natation, boxe ou badminton. Badminton sérieux. L'Euroleague et l'Eurocoupe ont suspendu les clubs russes. Les Jeux paralympiques ont réservé le même sort aux participants issus de ce pays. Le Grand Prix Formule 1 ne sera plus à Sotchi, FIFA 22 a retiré l'équipe nationale du pays, l'UEFA a transféré la finale de la Ligue des Champions en France. La Fédération équestre internationale suspend les compétitions pour la population russe, le CNRS a même suspendu les collaborations scientifiques avec le pays, le film Anastasia a été retiré de Disney+, et la Poutine a été renommée au Québec. Non mais sérieusement, on en est là? J'ai perdu foi en l'humanité lorsque j'ai lu que cette sanction n'était pas issue du canard enchaîné. Si je devais conclure cette vidéo, je dirais que les raisons de l'invasion de la Russie sont plus que discutables, mais que la réponse de l'Occident est juste disproportionnée. Une fois de plus, les civils sont dépossédés de leurs biens, tués à petit feu. La propagande médiatique met en avant un discours manichéen de l'éternel opprimé ukrainien et l'envahisseur sanguinaire russe. Il était nécessaire pour moi de nuancer le débat, en remontant certains faits. J'espère que l'Ukraine conservera la souveraineté de ses terres. J'admire ses défenseurs, mais voir tant d'innocents souffrir m'arrache le cœur. Pendant que les innocents souffrent, nos élections se font arracher en silence. Un président candidat qui se sert du conflit actuel pour montrer qu'il est l'homme de la situation et double son temps de parole. Les comptes influents qui soutenaient Zemmour et Marine Le Pen ont été clôturés par Twitter le lendemain de la candidature officielle du président comme le compte Génération Z. Vous pensez que c'est une coïncidence? Ce qui se passe en Ukraine est très grave, mais avec un pays en ruine, nous ne pourrons pas aider ce peuple. Faites le bon choix. Cette vidéo risque de me mener à la censure. Je vous invite donc à la partager massivement dès maintenant. C'était le Kidam.